Bonjour à tous et bienvenue à la section 2.8 du cours électricité et magnétisme. Nous allons aborder ici le sujet des condensateurs. Alors, on veut déterminer ici la capacité, la charge et l'énergie électrique emmagasinée dans un condensateur plan. Donc, c'est une petite section assez rapide qui va permettre de faire une transition logique vers notre chapitre 3 qui va être les circuits. Donc, on commence avec ce qu'on appelle un condensateur plan. Donc, un condensateur plan, plan, ça veut dire que c'est plat essentiellement, là. Donc, le condensateur plan que vous voyez ici, c'est tout simple, c'est composé tout simplement de deux plaques conductrices. Donc, comprenez que dans le circuit présent, ben, j'ai branché mes deux plaques, mon condensateur, donc, avec une source. Donc, cette source-là, on peut s'imaginer que c'est une pile. Donc, la pile, elle a une borne négative, c'est la petite barre qui est là, et une borne positive, c'est la grande barre qui est là. Donc ça, ce que ça fait, c'est que la barre négative va envoyer des électrons ici qui vont s'emmagasiner, qui vont s'entasser sur la plaque du bas là, du condensateur. Et il va se passer la même chose avec les charges positives. Là, comprenez bien, on va revenir là-dessus dans le chapitre 3, mais comprenez que dans un circuit électrique, c'est pas les charges positives qui se déplacent. C'est seulement les électrons libres, donc c'est seulement les charges négatives qui se déplacent. Fait que ici, il ne faut pas penser que c'est des petites charges positives qui se déplacent puis qui viennent s'emmagasiner ici. Non, ça serait plutôt l'inverse. Ça serait de dire que les électrons qui étaient naturellement présents dans le fil conducteur, ben, ils sont partis d'ici. Ils ont migré, ils sont partis, ils ont fait leur chemin, puis ils sont revenus ici vers la borne positive. Fait que le résultat, c'est qu'on est en déficit d'électrons sur la plaque du haut. Donc, c'est comme si on avait accumulé des charges positives en surplus. Vous voyez ça comme ça. OK? Donc, ça, c'est notre condensateur plan. Puis, on peut mettre quelque chose entre les deux plaques, habituellement un isolant qu'on appelle aussi diélectrique. Là, c'est synonyme pour notre cours. Donc, des fois, on va laisser juste de l'air ou du vide, mais on pourrait mettre quelque chose d'isolant comme du verre ou de la céramique, là, quelque chose comme ça. Ça permet habituellement d'augmenter la capacité du condensateur à storer des charges comme ça, là. C'est un dispositif qui est globalement neutre, hein, parce que quand on regarde l'ensemble des deux plaques, bien, il y a autant de charges négatives d'accumuler sur la plaque du bas que de charges positives d'accumuler sur la plaque du haut. Fait que globalement, si tu additionnes toutes ces charges-là avec toutes ces charges-là, ben, ça devient neutre. OK? Mais c'est juste localement qu'il y a une séparation des charges comme ça. Donc, on a une plaque chargée à plus Q, et donc l'autre plaque va nécessairement avoir la même charge, Q, mais de signe opposé, donc négatif. La capacité du condensateur, c'est la lettre majuscule C qu'on voit ici. À ne pas confondre avec l'unité Coulomb, hein. Ce qu'il y a dans mon accolade ici, c'est les unités, là. Donc, pas confondre les deux. Quand on fait référence au paramètre, la capacité, ben, c'est caractérisé par la charge Q qui est accumulée sur une plaque divisée par delta V étant la différence de potentiel que vous voyez ici. Là. Le V qui est là dans un cercle, c'est pour symboliser qu'on a mis un voltmètre ici. Là. Puis le voltmètre, il est là pour mesurer la différence de potentiel aux bornes des deux plaques. Donc ça, c'est la capacité du condensateur. Essentiellement, une capacité, c'est sa capacité d'accumuler des charges. Donc, plus la capacité est grande, plus on est capable de stocker des charges positives et négatives sur chacune de ces deux plaques. Et les unités de la capacité, ce sont des farades. Donc, c'est F majuscule. Puis, l'unité de la charge, ben, là, ici, c'est coulomb. Et l'unité de la différence de potentiel, là, c'est des volts. Fait qu'on comprend que 1 farad, c'est équivalent par cette relation-là à 1 coulomb par volt. Ça emmagasine de l'énergie. Dans le fond, c'est ça l'utilité d'un condensateur. C'est de dire, oui, ça accumule des charges, mais les charges, après ça, on va vouloir faire quelque chose avec. On va vouloir les relâcher d'un coup sec pour donner un gros coup d'énergie, un gros coup de courant qu'on va pouvoir utiliser là, pour différentes choses. Là. On reviendra là-dessus là, de long en large dans le chapitre 3. Là. Alors, faisons un petit exemple. Donc, on a un condensateur qui est formé de deux plaques parallèles, carrées de 2 mètres de côté, chacune située à 5 cm l'une de l'autre.
elle porte une densité surfacique de charge de 4 fois 10 à la moins 9 coulombs par mètre carré. Trois petites questions. Donc, la charge du condensateur ainsi formé, la différence de potentiel entre les plaques en valeur absolue, puis finalement la capacité du condensateur. On va devoir calculer tout ça. Alors, commençons par A, la charge du condensateur ainsi formé. On a la grandeur de mes plaques. Hein. Ce sont des plaques carrées avec 2 mètres de côté. Donc, chaque plaque, je peux calculer son aire. Ça va être 2 fois 2, tout simplement. C'est au carré. Puis, étant donné qu'elles ont une densité surfacique de charge, qui sont des coulombs par mètre carré, ben, je vais pouvoir prendre mon aire, qui est 4 mètres carrés, et multiplier ça par la densité surfacique de charge. Les mètres carrés vont s'annuler, il va me rester seulement des coulombs. Donc, c'est le calcul qu'on fait ici. L'aire, c'est le côté au carré. Donc, 2 à la 2, ça donne 4. Oups, j'ai oublié, là. Il y a un carré ici, là. C'est 4 mètres carrés. Petite erreur, je m'excuse. Et donc, la charge accumulée sur une plaque, c'est la densité fois l'aire. On fait le calcul ici, ça donne 1,6 fois 10 à la moins 8 coulombs. Deuxième question, c'était la différence de potentiel entre les plaques. Pour répondre à cette question-là, on va ressortir une équation qu'on avait vue des sections précédentes, qu'on vient tout juste de voir. L'équation du champ électrique faite par une plaque, c'est ce qu'on a ici. Là, l'affaire, c'est qu'on a 2 plaques. Hein? Un condensateur, ça a 2 plaques, une positive et une négative. Donc, si on se met entre les 2 plaques, bien, on va subir à la fois le champ électrique de la plaque positive et de la plaque négative. Fait que vous reconnaissez ici l'expression du champ électrique faite par une plaque, donc sigma sur 2 epsilon, mais on a multiplié par 2 parce qu'on a 2 plaques. Donc, je peux annuler les constantes 2, il me reste sigma sur epsilon 0, donc ça me donne ce résultat-là, 452 newtons par coulomb. Mais là, on demandait la différence de potentiel. Donc, dernière petite étape pour trouver delta V, c'est d'appliquer cette équation-là. Remarquez qu'on pourrait aussi utiliser l'équation plus ou moins S parallèle. C'est exactement la même chose. Là, ici, ma distance S, c'est la distance qui sépare les 2 plaques. Donc, c'est le 5 cm qui était donné dans l'énoncé. La grandeur de mon champ électrique, c'est 452. On demandait en valeur absolue, là. Voilà. Fait qu'on va laisser tomber le signe négatif ici. Là, on prend valeur absolue. Donc, champ électrique 452 fois le déplacement de 5 cm qu'on a mis en mètres fois cos de θ. Θ, c'est l'angle entre le champ électrique et le déplacement. Fait que là, il faut comprendre que... Attendez, je vais essayer de dessiner. Là, je ne suis pas sur ma tablette, fait que ça va être un peu moyen, là, mais imaginons que j'ai une plaque du haut puis une plaque du bas. La plaque du haut, elle est positive. La plaque du bas, elle est négative. Donc, mes lignes de champ électrique ici pointent du haut vers le bas. Donc, si je me déplace de 5 cm en partant ici de la plaque du haut et que je me rends jusqu'à la plaque du bas, vous voyez, je me suis déplacé dans le même sens que mes lignes de champ électrique, donc de façon parallèle. Fait que c'est quoi l'angle entre mon déplacement S et mon champ électrique E? Ben, c'est 0 degré. Hein? C'est parallèle, ça, directement. Fait que si je mets 0 degré ici, ben, cos de 0, ça donne 1. Donc, ça me donne ça ici. Je fais le calcul et ça donne 22,6 volts. Dernière petite question, la capacité du condensateur, ben là, c'est d'appliquer l'équation que je viens de vous présenter dans cette section-ci. Donc, la charge accumulée sur la plaque, le delta V qu'on a trouvé au B, ça me donne 7,08 fois 10 à la moins 10 farad. Si j'utilise un préfixe, ce sont des picofarad. Hein? Picofarad, c'est des fois 10 à la moins 12. Une autre forme de la capacité, donc on utilise ce qu'on vient tout juste de faire en exercice. Donc je sais que le champ électrique entre mes 2 plaques, c'est 2 fois le champ électrique créé par une plaque. Donc les 2 s'annulent, ça me donne ça ici. La différence de potentiel entre les 2 plaques, comme on vient de le voir, finalement, c'était tout simplement de prendre le champ électrique fois la distance D qui sépare les 2 plaques. Et là, je prends E qui vaut sigma sur epsilon 0, puis je le remplace à la place du E qui est là. Donc, ça donne sigma epsilon 0 sur D. Après ça, j'ai aussi utilisé dans mon exercice Q égale à sigma fois A. Donc, je vais prendre ça, puis je vais venir le remplacer dans l'expression de ma capacité, là, qui était Q sur delta V. Donc, je le remplace ici, le Q, par sigma A. Ça me donne ça.
Le delta V, je le remplace par sigma D sur epsilon 0, qui est ça. Et là, on voit que les sigma s'annulent. Hein. Il y en a un en haut, un en bas, ça se cancelle. Le epsilon 0 remonte au numérateur et donc ça me donne ça. Ça, on a rajouté l'indice vide, comme on l'explique ici, parce que si je laisse mes deux plaques vides entre les deux, là, je mets rien, je mets pas de diélectrique ou d'isolant, ben ça, c'est le calcul qu'il faut que je fasse. Donc, c'est juste epsilon 0 fois l'air d'une plaque divisé par la distance entre les deux plaques. Si j'ajoute un diélectrique entre les deux plaques, il faut que je modifie légèrement mon équation. C'est que là, je vais devoir utiliser ceci. Donc, la capacité totale avec un diélectrique, c'est égal à kappa, c'est une constante diélectrique qu'on appelle, fois C vide. Et le kappa qui est là, la constante diélectrique, c'est spécifique au matériel qu'on a inséré entre les deux plaques. Fait que si on a mis de la céramique, ben on va avoir une valeur kappa différente de si on a choisi de mettre du verre ou autre chose d'isolant. Ça, d'habitude, les kappas, ça vient dans des tables, c'est des valeurs connues, puis il y en a essentiellement une infinité parce qu'il existe vraiment beaucoup de matériaux isolants qu'on pourrait mettre là, entre les deux plaques. Fait que d'habitude, ça, c'est quelque chose qu'on vous donne. Là. OK, petit exercice ici, juste pour qu'on comprenne les dépendances. Donc, on possède un condensateur plan dont chacune des plaques a une aire A et sont séparées par une distance D. Pour augmenter la capacité du condensateur, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Je vous remonte l'équation. Hein? Ça, c'est l'équation C égale à kappa fois C vide. Là. Puis j'ai remplacé C vide directement par epsilon 0 A sur D. Fait que, si vous avez le choix, là, vous êtes un ingénieur, là, puis vous avez le choix de construire un condensateur comme vous voulez. Comment vous allez faire pour construire un condensateur qui accumule le plus de charge possible, si c'est ce que vous voulez faire, ben, vous voulez augmenter le résultat de C ici. Okay? Fait que, il y a plusieurs choses que vous pourriez faire. Vous pourriez déjà prendre kappa, donc une constante diélectrique le plus élevée possible. Hein, donc, vous allez choisir un matériel qui a un grand kappa. Si kappa est grand, ben, le résultat de C va être grand. Epsilon 0, c'est une constante, fait qu'on n'a pas de pouvoir là-dessus. Après ça, il reste A et D. Comprenez que si je veux grossir C, ben, je vais vouloir augmenter A et diminuer D. Donc, augmenter A et diminuer D, c'est la réponse B. J'aurais pu rajouter là, kappa, mais bon, ici, ce n'était pas demandé, là, mais c'est ça. On voudrait aussi augmenter kappa. Côté énergie maintenant, bon, je ne ferai pas la démonstration de ces choses-là. Là. Elle est faite dans le livre si vraiment ça vous intéresse, mais on peut utiliser cette première équation-là et les deux autres équations, c'est tout à fait équivalent. C'est juste qu'on a remplacé, par exemple, ici, Q, on l'a remplacé par C delta V. On l'a mis au carré parce que Q est au carré, évidemment. Là. Il y a un C en haut qui annule un C en bas, ça donne ce résultat-là. Donc ça, c'est une équation qui est tout à fait équivalente à celle-là. Puis après ça, on pourrait faire la même chose ici au dénominateur. Pardon, je pars d'ici. Mettons, je remplace C par Q sur delta V. Comme on a vu ici, ben, il y a un Q en haut qui annule le Q en bas, donc ça donne ce résultat-là. Fait que c'est trois façons différentes de calculer l'énergie potentielle qui est accumulée dans un condensateur. Elles sont dans notre feuille de formule, donc on ne l'apprend pas par cœur, mais je n'ai pas jugé bon de la démontrer ici, là, vu qu'elle n'est pas particulièrement intéressante comme démonstration. OK, dans la vie de tous les jours, à quoi sert le condensateur? Bien, comme vous savez, ça accumule de l'énergie potentielle à l'aide des charges. Okay? Donc, ce qu'on veut faire, c'est de charger tout d'abord un condensateur. Donc, on accumule de l'énergie dedans. Puis, quand on en a besoin, on la relâche. Et quand on la relâche, bien, ça donne un gros coup d'énergie. Ça donne un burst, excusez l'anglicisme, d'énergie très grande, mais ça ne dure pas longtemps. Hein, parce que quand on décharge le condensateur, toutes les charges sortent, ça s'en retourne dans le circuit, puis ça se passe là, très, 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 très rapidement. Fait que d'habitude, quand on décharge un condensateur, c'est super rapide. C'est comme une seconde, même pas, là, ton condensateur est déchargé. Évidemment, on peut s'arranger pour que le condensateur se décharge plus lentement, mais d'habitude, on utilise le condensateur pour le gros coup d'énergie, très bref, qu'il va donner. Donc, ça permet de donner une grande puissance. Ça ne dure pas longtemps, mais une très grande puissance. Puis, cette grande puissance-là peut être utilisée
à différentes sauces, là. Notamment un flash d'appareil photo. Donc, il y a des condensateurs dans les appareils photo. Puis, essentiellement, ce que ça fait, c'est que le condensateur, il accumule des charges et quand on est prêt à prendre une photo, on veut beaucoup de lumière. Hein? C'est ça que ça fait un flash. Là. Ça donne beaucoup de lumière, ça dure une fraction de seconde, mais cette intensité lumineuse-là, ça prend beaucoup d'énergie. Ça prend beaucoup de puissance. Donc, c'est justement pour des utilisations comme ça que le condensateur est tout désigné. Parce que le condensateur va se décharger d'un coup sec. Ça va donner toute l'énergie qui va se passer à travers là, une lumière. Ça va donner beaucoup de lumière, une fraction de seconde, juste assez pour prendre une photo bien éclairée. Donc, pourquoi ne peut-on pas prendre 2 photos dans un temps très court en mode flash? Mais c'est tout simplement parce qu'il faut que tu laisses le temps au condensateur de se recharger. Là, je pense surtout aux appareils photo professionnels. Là. Je ne parle pas de téléphone que vous avez à la maison. Là. Vraiment, un appareil photo professionnel avec un gros flash qui est par-dessus la caméra. Vous l'avez peut-être déjà entendu quand vous avez pris des photos d'école ou des photos plus officielles. Là. Après le flash, vous entendez un petit son. Là. Vous entendez une espèce de... très aigu. Là. Ça, c'est le condensateur qui est en train de se recharger. Tous les électrons qui sont dans le circuit de l'appareil photo, ils retournent dans le condensateur tranquillement, pas vite. Puis quand le bruit arrête d'être entendu, ben c'est parce que le condensateur il est plein. Et quand le condensateur est plein, ben là, c'est beau, on est prêt, on peut recommencer à prendre une photo avec un flash. Ça ne dure pas si longtemps que ça, c'est quelques secondes d'habitude que ça prend. Mais c'est tout juste assez pour dire qu'on ne pourrait pas prendre 2 photos en mode flash là, tout de suite après l'autre. Il faut attendre un minimum.